commence en 1780 lorsqu'un descendant de Philippe d'Orléans, le futur Philippe Égalité, décide de changer l'apparence du palais royal en y ajoutant 4 immeubles faits d'appartements destinés à la location. Il est vrai qu'à cette époque, il était de rigueur pour la noblesse de vivre de ses fonciers. Par contre, quelle parjure pour un duc que de faire boutique. Quoi qu'il en soit, c'est à ce moment que l'histoire des passages parisiens débute, étant donné que ces immeubles abriteront aussi des boutiques en rez-de-jardin et surtout des arcades couvertes pour rendre agréables les promenades des Parisiennes, ce qui n'était pas forcément le cas dans Paris au XVIIIe siècle. En effet, avec des rues trop étroites et des commerces souvent insalubres, les bouchers abattant encore les bêtes dans la rue, les immondices ne manquaient pas. Dès qu'il pleuvait, les Parisiens avaient développé l'art de sauter entre les flaques nauséabondes. Le contraste était donc saisissant avec ces nouvelles arcades où il faisait bon flâner, en faisant du lèche-boutique sans se salir. Mais au fait, faut-il parler de passage ou de galerie ? Leur terme générique privilégiait à l'origine la fonction de circulation. Il y eut, entre autres, parmi les plus connus, le passage Feydeau, le passage du Caire, le passage des Panoramas. C'est vers la fin de la Restauration que le terme galerie apparut. Elle introduisait une idée de supériorité esthétique. En l'appelant ainsi, les promoteurs de la galerie Vivienne voulaient afficher une différence entre leur passage et ceux qui l'avaient précédé. Il est vrai que ses dimensions et le soin apporté à sa décoration la démarquaient de ceux réalisés auparavant. Il est à noter que la majorité des passages sont privatisés et ont un accès public pour les passants. Si en 1790 le premier à voir le jour fut le passage Feydeau, celui-ci n'existe plus aujourd'hui. Il fut démoli en 1824. Il ne faut pas le confondre avec la galerie du même nom, construite, elle, en 1830, et qui est une annexe du passage des Panoramas. Aujourd'hui, le plus ancien passage couvert de Paris est celui du Caire. Il est aussi le plus long et fut construit en 1798. Ce passage fut édifié en hommage aux campagnes d'Égypte de Napoléon. À cette époque, il y avait un fort engouement pour les décorations orientales, d'où son nom et les décorations de sa façade, côté de la place du Caire. Elle est en effet ornée de 3 effigies de la déesse Hathor, reconnaissables à ses oreilles de vache. Situé au cœur du sentier, ce quartier doit son nom à la rue créée au XVIIe siècle, sur un sentier menant au rempart de l'enceinte de Charles V. Le passage du Caire fut édifié à l'emplacement du couvent des Filles-Dieu, rue Saint-Denis, à proximité de la fameuse cour des miracles. Il est constitué de 3 axes, la galerie Sainte-Foy, la galerie Saint-Denis et la galerie du Caire. Il est à noter que la galerie Saint-Denis suivrait l'axe de la nef de l'ancien couvent. D'ailleurs, une partie du dallage serait réalisée avec les pierres tombales des religieuses. Chaque galerie est constituée de boutiques et est spécifique à une profession. Le passage du Caire était initialement occupé par des artisans souvent originaires d'Égypte. On y croisait notamment des tapissiers. Plus tard, vers 1840, il fut investi par des imprimeurs et des lithographes. Le passage des Panoramas, quant à lui, fut édifié sur l'ancien hôtel de Montmorency-Luxembourg, propriétaire de l'armateur américain James Tyer. Il permit de faciliter l'accès au boulevard Montmartre depuis les galeries du Palais Royal, tout en étant à l'abri de la pluie et de la boue. Pour ce faire, il fit construire sur le boulevard Montmartre 2 tours, dans lesquelles il installa cette invention d'un peintre écossais qui peignait des paysages sur 360 degrés, ces fameux panoramas. Le premier représentait une vue de Paris et ses alentours, et le second décrivait l'évacuation du port de Toulon par les Anglais. Néanmoins, les 2 tours furent démolies en 1831. Dès la fin de sa construction, le passage eut un succès immédiat grâce à ses attractions, mais surtout son exceptionnel emplacement. En effet, il se situait à proximité des grands boulevards, de la Bourse et du Théâtre des Variétés qui vint s'y adosser en 1807. Au numéro 57 de ce passage,
on trouve les locaux d'un célèbre chocolatier du XIXe siècle. Il y subsiste un beau plafond à caissons, les colonnes de bois d'entrée et les miroirs intérieurs. Au numéro 47, le graveur Stern y tenait boutique. Celle-ci est d'ailleurs classée aux monuments historiques et a laissé place au célèbre Café Stern. Ce passage est agrémenté par la Galerie Montmartre et la Galerie des Variétés, dans laquelle se situe au numéro 17 l'entrée des artistes du théâtre du même nom. Cette galerie étant elle-même dans le prolongement de la Galerie Saint-Marc. Puisque les arcades du Palais Royal et les passages des panoramas sont bondés de badauds, le président de la Chambre des notaires de Paris, Maître Marchou, sentant une affaire florissante pour les années à venir, acquiert un hôtel particulier qui se situait rue Vivienne, dans le prolongement des terrains et maisons débouchant rue des Petits Champs. C'est à l'architecte Delannoy qu'est confiée la réalisation de ce qui allait devenir la plus luxueuse galerie couverte de Paris. La galerie Marchou, qui deviendra avec le temps la galerie Vivienne, son entrée se situant dans la rue du même nom. Au numéro 13 se trouve un magnifique escalier en colimaçon menant à l'ancien appartement de Vidocq. Nommé en 1811 par le préfet de police Pasquier, ce célèbre forçat a été à la tête d'un service de police, la brigade de sûreté dont les membres sont d'anciens condamnés et dont le rôle est de s'infiltrer dans le milieu. Relaxons-nous le temps de prendre un thé à l'une des terrasses intérieures de la galerie. Laissons notre regard s'attarder sur le carrelage en mosaïque. Plus chic que le passage Choiseul, moins fréquenté que le passage des panoramas, la galerie Vivienne offre un aperçu de l'ambiance qui régnait autrefois dans les passages couverts parisiens. L'impression de se retrouver à la belle époque est renforcée par des commerces qui semblent être là depuis la construction de l'édifice. C'est le cas notamment de la librairie Joussaume, anciennement librairie Petit-Sirou, fondée en 1826, dont les clients les plus célèbres furent Colette et Aragon. Afin de concurrencer la galerie Vivienne, la société Adam et compagnie décida de faire construire en 1826 une galerie en lieu et place d'un ancien hôtel ayant appartenu à Colbert. Celui-ci nous accueille sur une peinture murale au niveau du porche d'entrée de la galerie qui porte son nom. Venez voir la rotonde, la partie de la galerie qui fait le plus d'effet. Avec son grand dôme de verre, si lumineux, et son ancien candélabre dont la forme fait penser à un cocotier. Décoration que l'on doit à l'architecte Jacques Biot. L'architecture de la galerie inspira de nombreux bâtisseurs dans toute l'Europe. Le principe de la rotonde ayant été souvent retenu quand il s'agissait de croiser des artères dans une galerie. Aujourd'hui, les cocotiers ont disparu. Ils ont été remplacés au XIXe siècle par une statue en bronze représentant une femme nue qui attend et semble presque s'ennuyer. Maintenant, le passage n'héberge plus que le restaurant du Grand Colbert et les cours de l'Université Descartes. Enfin, étant aujourd'hui l'un des seuls passages couverts dépourvus de commerce, il sert régulièrement à l'organisation de manifestations prestigieuses en tout genre, telles que défilés de mode, soirées privées ou soirées de lancement de produits. Comparé aux autres passages, le passage Verdot, construit en 1847, a peu de visibilité puisqu'il ne relie pas deux boulevards entre eux. De ce fait, il n'a jamais attiré une foule nombreuse. Ce passage n'a pourtant rien à envier aux autres galeries. Ses librairies, antiquaires et boutiques d'art lui offrant un indéniable cachet. Cette galerie attire d'ailleurs les collectionneurs de livres anciens ou d'appareils photo d'occasion en quête de bonnes affaires. Un magasin de photos se situe au même emplacement depuis 1901. On doit sa réalisation à M. Verdot, qui, pour l'anecdote, est aussi connu comme le créateur de la location de linge aux hôtels et restaurants. Il est aussi un important actionnaire de la société à qui l'on doit la création du passage Jouffroy. Très populaire du fait de l'espace qu'il offre aux promeneurs, ce passage compte parmi les plus élégants. Et son inédite structure de verre et de métal s'accorde parfaitement avec ses éléments de décor en bois. L'ouverture du fameux musée Grévin à son extrémité en 1882 lui assure un succès sans fin. Le passage compte une anecdote très connue. Ainsi, il est amusant de savoir qu'en 1850, un lingot d'or fut exposé dans le passage
D'une valeur de 400 000 francs, il représentait le prix d'une loterie organisée par une société. Celle-ci devait envoyer, avec l'argent récupéré, 5 000 désœuvrés en Californie. On envoyait bien 3 000 chômeurs aux États-Unis, mais la loterie est une immense escroquerie. Le lingot ne pouvait pas être gagné. Si certaines boutiques sont présentes depuis le début du XIXe siècle, comme la librairie Petit Sirou dans la galerie Vivienne ou le café de l'époque dans la galerie Véro d'Oda, certains fleurons ont depuis abandonné ces passages. C'est le cas de Jean-Paul Gaultier, qui était dans la galerie Vivienne, ou de l'éditeur italien Éphémère. Par contre, de nouvelles enseignes s'y sont installées, comme Christian Louboutin dans la galerie Véro d'Oda, ou bien Marks & Spencer dans le passage Jouffroy. Mais le changement le plus marquant peut-être est la vague de rénovation qui a déferlé dans ces galeries vitrées au cours des dernières années, comme si les commerçants prenaient soudain conscience de la valeur historique de leurs galeries. Il ne reste plus qu'à évoquer quelques disparitions, comme le passage de l'Opéra, chanté dans Le Paysan de Paris par Aragon, le passage du Pont-Neuf où se situe le roman de Zola, Nana, ou encore la galerie d'Orléans au Palais Royal, sur laquelle s'alignent les colonnes de Buren.